Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse d'une société américaine, il s'agit d'Amphenol Corp, une entreprise qui m'a beaucoup surpris quand j'ai fait l'analyse. Et petite aparté également, lors de l'analyse de Cadence Design que j'ai fait il y a 2 semaines, donc il s'agit de la dernière analyse sur la chaîne, j'avais dit que je ferais une série sur Synopsys et sur ARM. Seulement, ce sont 2 sociétés qui sont notées avec un moat narrow de la part de Morningstar. Et vous le savez, personnellement, je me focus sur les sociétés qui ont une note de wide moat. Donc j'ai décidé de ne pas faire ces 2 analyses pour pouvoir me concentrer sur des sociétés beaucoup plus prometteuses, car je pense que c'est plus intéressant de se focus sur des sociétés qui ont vraiment le potentiel pour rentrer dans mon portefeuille et que je vous explique pourquoi, plutôt que d'analyser des sociétés dont je connais déjà le verdict à cause de la note de Morningstar. Donc d'ailleurs, si vous voulez me proposer des sociétés à analyser et que vous voyez que ces société ne respecte pas mes critères de croissance, de retour sur capitaux, de marge, ou même qu'elle n'a pas une note de wide moat de la part de Morningstar, vous pouvez me la proposer, mais je ne l'analyserai probablement pas, en tout cas pas à court terme. Et comme d'habitude, cette analyse sera découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons la société Amphenol Corp et son business model. Ensuite, nous ferons l'analyse quantitative de la société, son analyse fondamentale. Et enfin, nous terminerons par évaluer son prix pour savoir si c'est le bon moment ou pas pour se positionner sur le dossier. Et également, vous trouverez la méthode d'analyse mise à jour, la méthode 2024, dans la playlist méthode 2024 que vous trouverez en haut à droite et en description. Et il y a la 4e vidéo sur la gestion de portefeuille qui va sortir donc le dimanche 8 décembre, donc dimanche prochain pour ceux qui regardent cette vidéo à la sortie. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, commençons par voir la société Amphenol Corp. C'est une société américaine qui est cotée au New York Stock Exchange, elle a pour ticker APH, une capitalisation de 82 milliards de dollars, elle n'est donc pas éligible au PEA, elle a un petit dividende de 0,67% et elle est dans le secteur technologique. Vous voyez également sur le graphique de droite qu'elle bat largement le S&P 500 avec 10 points de plus au niveau de son CAGR en total return, donc son taux de rendement annualisé, à savoir 24,68% avec une très bonne linéarité de 0,9. L'histoire de la société commence en 1932 avec la création d'Amphenol à Chicago par Arthur G. Smith et pendant la Seconde Guerre mondiale a eu lieu une expansion significative de l'entreprise, notamment en devenant le principal fabricant de connecteurs pour le matériel militaire. En 1957, Amphenol est listée pour la première fois au New York Stock Exchange et entre 67 et 82, elle fait alors partie de la société Bunker Ramo Corporation. En 93 a eu lieu la fondation d'Amphenol Fiber Systems International, spécialisée donc dans les produits et systèmes de connectivité à fibre optique. En 2006 a eu lieu le lancement d'Amphenol Cables on Demand, une division spécialisée dans les distributions de câbles standards, notamment via une boutique en ligne. Et en 2010 a eu lieu le lancement d'une politique d'acquisition ambitieuse avec l'absorption d'une 50aine de concurrents en 10 ans. Et vous allez voir, Amphenol fait quasiment partie de ce qu'on pourrait appeler des serial acquirers, c'est-à-dire des sociétés qui sont des conglomérats et qui ont une forte part de leur croissance qui proviennent de rachats, donc d'une croissance externe. Au niveau des ventes par activité, on a 39,13% qui proviennent des Communications Solutions, 32,74% Interconnect and Sensor Systems et 28,12% Arch Environment Solutions. Au niveau des ventes par région, on a 64,91% à l'international et 35,08% aux États-Unis. Au niveau du business model de la société, Amphenol Corp est donc l'un des plus grands concepteurs, fabricants et distributeurs mondiaux de connecteurs électriques et électroniques, notamment à fibre optique, ainsi que des systèmes d'interconnexion, d'antennes, de capteurs, de câbles coaxiaux qui sont distribués via 3 segments principaux. Arch Environment Solutions, donc qui fabrique et commercialise une large gamme de produits d'interconnexion robustes, donc pour tout type d'environnement difficile, donc résistant à la chaleur, au froid, à la glace, au sable, à la poussière, etc. Donc notamment des connecteurs, des systèmes d'interconnexion, des circuits imprimés, des assemblages de circuits imprimés et d'autres produits. Au niveau des Communication Solutions, elle conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de connecteurs, de systèmes d'interconnexion, notamment des produits à haute vitesse, à fréquence radio, électrique, fibre optique et des antennes, et également Interconnect and Sensor Systems, où elle conçoit, fabrique et commercialise des capteurs, des systèmes basés sur des capteurs, des connecteurs, des systèmes d'interconnexion à valeur ajoutée. Et vous voyez qu'il y a des
chevauchement des produits entre les différents segments et notamment entre les différents marchés finaux. Comme on va le voir, il y a pas mal de synergie et de complémentarité au sein des produits et de la diversification d'Amphenol Corp. Au niveau des produits, donc justement, dans Harsh Environment Solutions, on retrouve principalement des connecteurs, des systèmes d'interconnexion pour environnement exigeant, donc tout ce qui va être données, puissance, fibre optique et radiofréquence, des produits à valeur ajoutée, donc des systèmes d'interconnexion dorsale, des assemblages de câbles et faisceaux et des gestions des câbles. Au niveau des câbles, on a principalement des câbles coaxiaux et des circuits imprimés flexibles et rigides. Ensuite, sur le segment Communications Solutions, on a des produits à fibre optique, à haute vitesse, des fréquences radio, des produits à valeur ajoutée avec des assemblages de câbles et faisceaux, des antennes pour appareils grand public et aussi pour les infrastructures de réseau, des câbles coaxiaux, des câbles d'alimentation et des câbles spécialisés, ainsi que des charnières et des produits mécaniques. Et ensuite, Interconnect and Sensor Systems, là on va avoir des systèmes de barres de puissance, de distribution d'énergie, des systèmes d'interconnexion dorsale, des assemblages de câbles et faisceaux et également des capteurs qui vont servir pour la mesure de force, de gaz, d'humidité, de niveau de position, de pression, de température ou encore de vibration. Et vous pouvez voir à droite donc certains produits dans les différentes catégories, donc les connecteurs, les antennes, les capteurs, etc. Et vous voyez également sur le schéma en bas donc toutes les acquisitions qu'a pu faire Amphenol Corp entre 2012 et 2022. Donc on a vraiment un rythme d'acquisition soutenu et constant au fil des années. Maintenant, au niveau des clients d'Amphenol Corp et des marchés finaux, donc Amphenol commercialise ses produits auprès de nombreux clients diversifiés dans plusieurs marchés finaux, notamment l'industrie qui représente 25% des ventes, l'automobile 23% des ventes, l'IT et télécom 19% des ventes, la défense 11%, les appareils mobiles 10%, communication haut débit 4%, aéronautique commerciale 4% et réseau mobile 4%. Donc on voit qu'elle a une vraie diversification sectorielle sur ces marchés finaux, ce qui permet de réduire l'impact de la cyclicité de certains marchés, puisque aucun des marchés ne représente plus de 25% des ventes, et donc ça permet de compenser la cyclicité qu'il peut y avoir notamment sur l'industrie, l'automobile ou encore la défense. Vous voyez également en bas à droite la répartition des ventes de manière un peu plus fine géographiquement, avec 38% en Asie, 20% en Europe, 3% dans le reste du monde et 39% en Amérique du Nord. Au niveau du marché dans lequel opère Amphenol Corp, Amphenol possède environ 3,12% de part de marché, donc vous voyez que c'est très faible, puisque c'est un secteur qui est extrêmement fragmenté et le leader est BOE avec seulement 5,96% de part de marché et le top 15 des plus gros acteurs représente seulement 47% de part de marché. Donc on a vraiment un marché très éclaté, très compétitif et très fragmenté. Et la Chine domine le marché avec 28,42% des ventes qui sont effectuées donc via des entreprises chinoises, suivi des États-Unis avec 22,79% et du Japon avec 19,34%. Le marché des composants électroniques a une croissance estimée d'environ 3,08% par an par Industry Research Biz, 6,09% par an par Grandview Research et 11,7% par an par The Business Research Company. Donc on voit qu'on est dans un marché en croissance et c'est logique puisque les composants électroniques sont utilisés dans tous les appareils électroniques que l'on utilise au quotidien, que ce soit votre micro-ondes, votre ordinateur, votre machine à laver, votre smartphone ou encore dans les voitures, dans les data centers, etc., etc. Et parmi les concurrents principaux d'Amphenol, on peut citer notamment Eaton, Foxconn, Glenair, Sensata, TE Connectivity ou encore 3M. Au niveau du management de la société, on a Adam Norwitt au poste de CEO depuis 1998, Craig Lampo au poste de CFO depuis 2015, il a rejoint la société en 2004, William Doherty qui est président Communication Solutions depuis 2022, il a rejoint la société en 2002, et Peter Straub qui est président du segment Interconnect and Sensor Systems depuis 2024 et il a rejoint la société en 2013, donc vous voyez que le management est vraiment très senior, donc ça c'est un point positif à prendre en compte. Au niveau de l'actionnariat, on n'a pas de ligne principalement intéressante puisqu'on a surtout des institutionnels relativement classiques comme dans beaucoup de boîtes de la tech américaine. Et maintenant, on peut passer à l'analyse quantitative de la société. Et on se retrouve comme d'habitude sur l'application IQ Invest. Vous aurez un code de réduction jusqu'à la fin de la semaine. Il sera valable jusqu'à dimanche soir et il offre moins 15% dans le cadre de la période du Black Friday. Donc avec le code justement Black Friday tout en majuscule, il s'affichera à l'écran. Donc profitez-en, ça fonctionne sur les abonnements mensuels et annuels, mais uniquement pour la première période de facturation. Donc sur la première année ou sur le premier mois en fonction de ce que vous choisissez
choisissez. Au niveau de la société, donc Amphenol Corp. Premier point, si on commence par regarder la performance de la société, on voit qu'on a un très bon CAGR si on se met en total return ici. Donc on a 24% comme on l'avait dit tout à l'heure, et si on compare la performance par rapport à quelques-uns de ses concurrents, on voit qu'on bat largement le S&P 500, on bat également largement Sensata Technologies et TE Connectivity. Par contre, on a Eaton Corporation qui bat largement Amphenol Corp. Eaton Corporation qui n'est pas tout à fait situé sur les mêmes produits et sur les mêmes industries, mais c'est très intéressant à prendre en compte, peut-être une prochaine société à analyser sur la chaîne. Si on regarde au niveau de la note quantitative, on a donc 17 sur 20, ce qui est très bon. On a des bons retours sur capitaux avec 17,59% de ROIC sur les 10 dernières années. On a des belles marges pour ce secteur avec une marge brute à 33%, 21% de marge opérationnelle, 15% de marge nette et seulement 20% de dépenses en capex par rapport à l'operating cash flow, ce qui est encore une fois assez intéressant pour ce type de secteur. Ensuite, on a eu 11,2% de croissance du chiffre d'affaires sur les 10 dernières années, ce qui est très bon, le tout avec une prédictibilité très bonne de 98% et des forecasts, vous voyez, donc des prévisions qui sont également très bonnes avec 14% de croissance du chiffre d'affaires sur les 3 à 5 prochaines années et 17% de croissance des EPS sur les 3 à 5 prochaines années. Au niveau des free cash flow, pareil, 12% de croissance sur les 10 dernières années, donc ce qui est très bon, et on voit surtout une très belle augmentation de la croissance des free cash flow sur les 5 dernières années avec 18% par an versus 11% par an de croissance du chiffre d'affaires. Donc on a vraiment un gain d'efficience opérationnelle à ce niveau-là. Le tout avec un très très beau dividende, 18% de croissance du dividende sur les 10 dernières années et 13 ans d'augmentation consécutive. Assez peu de dettes, 1,57 de ratio dette sur EBITDA et un payout ratio relativement faible de 28%. Si on regarde au niveau de l'onglet quantitatif, ici on va se mettre sur une période de 30 ans pour voir large, on voit une très belle croissance des revenus. Si on se met en croissance year on year, on voit qu'on a des phases de croissance avec quelques années de baisse, notamment 2001-2002 suite à la bulle internet, 2009 forcément suite à la crise financière de 2008, on a eu également un peu de baisse en 2015 et en 2019-2020, ainsi qu'une année de baisse sur 2023, mais si on se met ici en trimestriel, vous pouvez voir qu'on a une forte croissance qui est revenue en 2024 sur Q1, Q2 et surtout Q3. On a une explosion des ventes sur les 2 derniers trimestres, donc ça c'est très positif également. Ici on se remet en annuel et on va regarder donc les free cash flow par action. Pareil, une très très belle augmentation. Et si on se met en trimestriel et qu'on regarde les free cash flow par action, on voit que sur Q2 et Q3 2024, pareil, on a eu une très très forte augmentation avec 10% et 11% de croissance sur les 2 derniers trimestres, qui est très très bon. Hop, on repasse en annuel maintenant et on va regarder un petit peu les marges. On va enlever les capex ici et on va enlever la marge nette. Si on regarde un petit peu donc la marge brute, on voit qu'elle est en légère baisse sur les 30 dernières années puisqu'elle est passée de 33,94% à 32,53%, mais elle est globalement stable au niveau des 30%, entre 30 et 35%. Au niveau de la marge opérationnelle, par contre, on voit une très belle augmentation puisqu'elle est passée de 15,02% à maintenant 20,38%. Donc plus de 5 points gagnés sur la marge opérationnelle, donc ça c'est très bon. Et on voit également une tendance positive sur la marge free cash flow qui est maintenant à 17%. Donc pour moi c'est positif ici puisqu'on a une marge opérationnelle et une marge free cash flow qui augmente, le tout avec une marge brute qui reste relativement stable. On le voit surtout si on passe sur les 10 dernières années ici. La marge brute globalement est stable et tourne autour des 31-32% et fluctue à ce niveau-là. Si on regarde un petit peu les retours sur capitaux, on va enlever le ROE, le ROA et le ROCE, on va garder uniquement le ROIC et les free cash flow return on capital, et on voit ici que c'est globalement stable mais que c'est assez cyclique, et on voit que le ROIC oscille entre 11 et 15%, entre 11 et 20% même de manière générale. Donc on a des retours sur capitaux qui sont quand même relativement corrects, relativement bons. Seulement je considère qu'au-delà de 15%, on commence à être sur des niveaux qui sont vraiment intéressants, et notamment si on se met ici sur les 10 dernières années, on voit que les retours sur capitaux ont plutôt tendance à augmenter puisque le ROIC est passé de 12% en 2014 à 15,2% en 2023. On repasse ici sur 30 ans et au niveau des actions en circulation, on voit qu'elles sont en constante diminution depuis 2010, donc ça c'est très positif. L'entreprise effectue pas mal de rachats d'actions comme on peut le voir ici, et également si on regarde les niveaux de dette, ils sont relativement faibles et en général sont en dessous des 2 de ratio dette sur EBITDA, en tout cas depuis le début des années 2000. Et au niveau des dividendes, on voit pareil une très très belle augmentation et une explosion du dividende sur 2022-2023, donc ça c'est très positif également, ça témoigne d'une certaine stabilité de la part de l'entreprise.
Au niveau des segments, rien de spécifique à rajouter, et si on passe dans l'onglet fondamental concurrent, ici on retrouve certaines des sociétés dont on a parlé tout à l'heure, notamment TE Connectivity, Murata, une entreprise japonaise, et BOE Technology, donc le leader chinois sur le segment, mais on voit que BOE Technology a des chiffres qui sont bien inférieurs à ceux d'Amphenol. Donc si on récapitule, on a une note quantitative de 17 sur 20 avec des chiffres qui sont vraiment excellents, très stables, des bons retours sur capitaux et une très bonne croissance pour Amphenol et surtout de très belles perspectives de croissance, donc un sans faute niveau quantitatif. Et maintenant on peut passer à l'analyse fondamentale de la société. On va commencer par les forces. Premier point, elle a une belle diversification puisqu'Amphenol est hyper diversifié autant sur ses produits que sur ses marchés finaux, puisque aucune industrie ne représente plus de 25% de ses revenus, ce qui offre une grande stabilité. Également, on a une solide stratégie d'acquisition puisque l'entreprise possède un bel historique d'acquisition qui ont contribué à environ un tiers de sa croissance historique, donc un tiers de sa croissance provient de la croissance externe. Au niveau de la diversification géographique, on a une présence mondiale bien répartie, ce qui limite son exposition à la Chine et réduit les risques liés aux dépendances géographiques. On a une synergie forte entre les segments grâce à une grande variété de produits et ses nombreuses acquisitions. Également, on a une structure du management qui est décentralisée puisque l'entreprise a mis en place une structure avec environ 130 managers spécialisés et autonomes, chacun responsable de leur segment et de leurs produits. Et on a des relations clients qui sont durables puisque Amphenol maintient des relations longue durée, notamment grâce à sa capacité à développer des produits spécifiques pour les environnements difficiles dont on a un petit peu parlé. Donc tout ce qui va être chaleur, froid, eau, neige, glace, sable, poussière, les vibrations, les interférences électromagnétiques et même les explosions. Donc ça va surtout être relatif au secteur de la défense. Au niveau des faiblesses de la société, on a un marché qui est très compétitif et saturé puisque Amphenol opère dans un environnement hautement concurrentiel comme on l'a dit, où il est difficile de se différencier, où elle possède seulement 3% de part de marché. On a également une exposition au marché cyclique puisque l'entreprise est exposée sur des marchés sensibles au cycle économique comme l'industrie, l'aéronautique ou encore la défense. On a des risques liés aux acquisitions. Mal effectuées ou réalisées à un prix trop élevé peut avoir un impact négatif sur la rentabilité. Et on a également une dépendance à l'innovation puisqu'environ 25% des revenus d'Amphenol proviennent de nouveaux produits qui ont été commercialisés depuis les 2 dernières années et sa capacité à innover est donc essentielle pour maintenir sa position sur le marché. Au niveau des opportunités, on pourrait avoir de nouvelles acquisitions puisque Amphenol continue d'élargir son catalogue de produits grâce à des acquisitions stratégiques. On a le développement de nouveaux produits puisque l'entreprise explore des opportunités dans des marchés émergents. On pourrait avoir un avantage lié aux taxes protectionnistes puisque les taxes imposées par Trump sur les produits étrangers pourraient favoriser les entreprises américaines comme Amphenol au détriment des entreprises chinoises. Et on a une explosion de la demande également, notamment en 2024. La demande pour certains produits liés aux data centers notamment explose et on a aussi des tendances séculaires sur les véhicules électriques et les applications dans les énergies renouvelables. Au niveau des menaces, on a la concurrence des pays à bas coût, notamment la Chine, puisque Amphenol fait face à une concurrence accrue de la part des entreprises chinoises et autres pays, et on a une dépendance également à la Chine, puisque environ un tiers des revenus d'Amphenol provient de la Chine, ce qui l'expose aux incertitudes politiques et économiques dans la région. Au niveau de l'avantage compétitif, on a un large moat stable, donc un fort avantage compétitif qui provient de 2 points. Premier point, ce sont les coûts de changement puisque les composants d'Amphenol sont critiques dans les produits des clients et en changer peut s'avérer très risqué et très coûteux, notamment pour les produits faits spécifiquement pour certains clients et dédiés aux environnements difficiles. Et on a également des actifs intangibles qui sont plus faibles et proviennent notamment de sa capacité d'ingénierie et d'innovation et notamment sa capacité à développer des produits spécifiques et propres pour ses clients. Au niveau de la checklist fondamentale, on va commencer par les produits. Premier point, les revenus ne sont pas prédictibles puisque malgré un fort carnet de commandes, les produits ne sont pas récurrents. Les produits ne résistent pas au changement également selon moi puisque 25% des revenus dépendent des nouveaux produits et donc de sa capacité d'innovation et l'entreprise a un fort potentiel de croissance puisque Amphenol évolue dans un marché en croissance et bénéficie de nombreuses tendances séculaires. Au niveau du management, l'entreprise a une bonne allocation du capital puisque Morningstar lui attribue une note exemplaire. Le management a été compétent par le passé, l'entreprise est bien gérée et elle a un excellent track record d'acquisition. Par contre, on n'a pas de skin in the game particulier, il n'y a pas de lien particulier avec l'entreprise et on a des rachats d'actions réguliers puisque le nombre d'actions en circulation est en constante diminution depuis 2010.
Et enfin, au niveau du moat, on a une grande douve stable puisque Morningstar lui attribue une note de large moat. L'entreprise n'est pas leader sur son marché, par contre, on l'a vu, le marché est extrêmement fragmenté et le leader sur le papier est BOE, mais en fait, le marché englobe tellement de produits et d'industries différents qu'il est assez difficile de dire qui est leader sur quel segment et il est assez difficile de trouver des stats sur les parts de marché au sein de ce marché. Et également, selon moi, l'entreprise résiste à la concurrence puisque Amphenol se démarque avec ses produits pour environnement difficile, ses produits spécifiques pour chaque client et des marges supérieures à ses concurrents, ce qui témoigne d'un fort pricing power. Donc si on récapitule, on a une note fondamentale de 12 sur 20, ce qui est plutôt bon. Et maintenant, on va passer à la dernière étape, l'étude de la valorisation. Et donc, on se retrouve sur l'application IQ Invest dans l'onglet évaluation. Et ici, comme d'habitude, on va utiliser les free cash flow par action pour estimer le prix de l'entreprise. Premier point, on va estimer le taux de croissance prévu pour les free cash flow par action. Pour ma part, j'ai choisi 14. Pourquoi? Puisque la moyenne historique est à 12%, mais la moyenne sur les 5 dernières années est à 18%. Donc on a une accélération de la croissance, quasiment 19%. Et également, on a un futur chiffre d'affaires, donc des futures ventes qui sont prévues à 14% par an. Donc personnellement, j'ai choisi 14. Ça me paraît relativement conservateur. Je pense que c'est un chiffre que l'entreprise peut atteindre, notamment avec l'accélération de la demande liée au data center et à l'IA. Également, si on se met sur les bénéfices par action, ici, vous voyez qu'on a une croissance des bénéfices par action qui est estimée à 17% sur les 3 à 5 prochaines années. Donc le fait de mettre 14% ici reste relativement conservateur, donc on ne prend pas trop de risques. Ensuite, au niveau du multiple final, j'ai choisi 28, tout simplement puisque c'est la médiane historique sur les 10 dernières années, c'est légèrement inférieur même à la médiane historique. Et si on regarde ici sur le graphique, 28 paraît être un niveau assez intéressant qui coupe un petit peu la poire en deux, notamment au niveau du price to free cash flow. Si on regarde ici les niveaux des 28, et même j'irai un peu plus loin, entre 26 et 28, ça m'a l'air d'être des niveaux assez intéressants pour la société. On voit que les ratios de valorisation ont tendance à pas mal fluctuer avec des périodes où elle descend carrément en dessous des 20 et des périodes où elle monte au-dessus des 30, quasiment 40, même 43, comme en janvier 2022. Donc on a vraiment des grosses fluctuations au niveau des ratios de valorisation. Donc personnellement, 14 et 28 me paraissent être des hypothèses relativement raisonnables et conservatrices, ce qui nous amène donc à un prix final dans les 5 prochaines années de 97 $. Si on achète donc au prix actuel de l'action, on aurait un rendement estimé de 5,91% entre le prix actuel, donc 73 $, et le prix futur de 97 $. Mais nous, on cherche bien évidemment un meilleur rendement, on cherche 12% par an, et donc il faudrait aujourd'hui payer l'entreprise 55 $ pour obtenir un rendement de 12% par an sur les 5 prochaines années. Donc on a une marge de sécurité négative puisque l'entreprise est légèrement surévaluée à moins 32%. Et vous voyez ici que si on booste un petit peu la croissance prévue et qu'on passe à 16% de croissance par an, on passe à un prix juste de 60 $. Donc en fonction d'à quel point vous êtes exigeant sur la croissance, je pense qu'on a une bonne zone d'achat entre 55 et 60 $. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est légèrement trop cher aujourd'hui à 73 $. Et donc pour récapituler, on a une note quantitative de 17 sur 20, ce qui est très bon, une note fondamentale de 12 sur 20, ce qui est bon, et une marge de sécurité négative de moins 33%, donc on a une surévaluation de l'entreprise actuellement. Juste avant de passer à la conclusion, je vous rappelle que vous retrouverez sur mon site internet une page parrainage dédiée avec pas mal de liens de parrainage différents et des codes, notamment pour des PEA, mais également des comptes titres, et vous pouvez en profiter si jamais vous n'en avez pas encore. Ça permet de soutenir la chaîne et vous pouvez gagner de l'argent et des bonus au passage, donc n'hésitez pas à aller consulter les offres et passer directement par les liens sur mon site pour ouvrir un PEA ou des comptes titres. Et maintenant, pour conclure, donc Amphenol Corp sur le papier est une entreprise de qualité qui bat le S&P 500. À long terme, elle possède un large moat avec d'excellents fondamentaux et de belles perspectives de croissance. Avec de belles acquisitions, elle est très bien positionnée sur les composants électroniques et possède surtout un fort pricing power, ce qui est très intéressant. Elle est aujourd'hui surévaluée par rapport à mes hypothèses et mon prix d'entrée serait autour des 55 $, peut-être 60 $ si on pousse un petit peu plus loin, mais maximum entre cette fourchette de 55 et 60 $. Donc pour moi, c'est oui, c'est une société que je trouve très intéressante pour plusieurs raisons et donc elle rejoint ma watchlist en attendant une opportunité d'achat. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous pensez de cette société et dites-moi en commentaire si vous la connaissiez ou pas. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez suivre également ma chaîne secondaire IQ Bitcoin si le sujet du Bitcoin vous intéresse. Le podcast Le CAF Rentable également sur YouTube et les principales plateformes de podcast avec un nouvel épisode
épisode tous les lundis matins à 8h et la page Instagram @iq-invest.fr. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.